Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart à 11 h en direct chaque matin. C'est le magazine de l'innovation et des nouvelles technologies. Alors, on va parler d'abord de ces startups où il fait bon travailler et de quel est leur secret pour attirer les talents. Nous avons pour cela accès au classement qui est issu chaque année d'un classement réalisé par LinkedIn et qui est très attendu par tous ceux qui sont sur le monde, la recherche du travail. Pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Alors, ce sera le sujet de notre interview avec Sandrine Chauvin de LinkedIn Actualité qui sera avec nous par Skype dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va débriefer de l'actualité, les grandes actus de la semaine. Certains sujets nous ont déjà fait réagir. On va en reparler avec Alain Staron, Facebook notamment dans la tourmente, ou encore Orange Bank qui continue sa route sans Groupama. On va parler évidemment de cloud souverain avec l'annonce d'introduction en bourse d'OVH, ça y est, qui est concrétisée avec une date. Et puis aussi cette annonce de Thales qui se marie avec Google. Nous parlerons enfin avec Alain aussi du champion français du jeu mobile Voodoo qui rachète son concurrent israélien. Une acquisition française, ça se célèbre. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec Marwan Elfites qui viendra nous parler des coulisses de Station F. On fera un zoom en l'occurrence sur la fashion tech présente et qui défile à Station F. On conclura par un zoom sur une innovation évidemment avec un robot, et il ne s'agit pas d'un robot licorne aujourd'hui, il s'agit d'un robot garçon café. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Je suis connectée avec Sandrine Chauvin, la directrice de la rédaction de LinkedIn Actualité, qui couvre pas seulement la France, mais l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. C'est la dimension d'un grand média international, Sandrine Chauvin. Vous brassez combien en volume d'articles ? Alors, en volume d'articles, compliqué à dire, puisqu'on fait aussi des posts, des articles, des interviews en direct aussi sur LinkedIn. Mais tous les jours, vous pouvez retrouver dans plus de 11 pays et plus de 9 langues un récap d'actualité, des 5 grandes actualités du jour, notamment en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, au Brésil et au Mexique. Donc, je vous encourage à regarder vos notifications sur LinkedIn. Oui, alors on en a beaucoup, mais là, celle qui va nous intéresser, c'est ce Top Startup 2021. C'est la 4e édition de ce classement. En fait, vous faites ressortir les 10 entreprises, les 10 jeunes pousses les plus attractives pour les professionnels en France. Ça veut dire celles où il fait bon travailler, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, on a regardé les startups qui grandissent vite, qui recrutent, puisqu'elles ont 450 offres d'emploi actuellement disponibles sur la plateforme et auxquelles d'ailleurs vous pouvez postuler, et celles aussi qui savent attirer des candidats. Et en fait, ce sont parmi les plus attractives en France, et elles sont 10, et on note qu'il y en a 2 qui sont d'ailleurs en dehors de Paris, une à Montpellier et une à Lyon. Une bonne nouvelle. Alors quels sont ces plus qui font la différence ? Alors les plus qui font la différence, c'est que elles savent attirer les candidats. Par exemple, il y en a beaucoup qui mettent en place du télétravail. Vous pouvez être en 100% télétravail. Elles savent aussi attirer par leur façon de recruter avec des méthodes innovantes, par exemple des entretiens 100% en ligne, ou alors aussi ce qu'on appelle en anglais des perks, et que les startups utilisent aussi ce nom-là, donc des avantages qui sont assez intéressants. Vous mettez en avant des nouveautés, des surprises aussi dans ce classement 2021 ? Alors la grande nouveauté, c'est l'arrivée des food tech notamment, qui ont vraiment percé vraisemblablement suite au Covid. Donc on a Swile qui est à Montpellier et qui est le spécialiste des titres restaurants dématérialisés. On a Frishti, le spécialiste de la livraison de plats frais à domicile. On a Cajou qui fait de la livraison de courses ultra rapides comme vous le savez. Et on a les fameux restaurants Big Mama que vous connaissez peut-être, qui durant le Covid ont mis en place non seulement la livraison mais aussi une méthode de paiement par QR code et qui ressortent et qui aussi recrutent. Et alors pourquoi ce sont ces secteurs, il y a la food tech, la fintech en particulier, pourquoi ce sont ces secteurs qui ressortent plus particulièrement ?
Alors, il ressort d'après notre analyse parce qu'il y a une vraie tendance aux services dématérialisés, c'est-à-dire que la plupart des gens font les choses en ligne. Là, on le voit dans la food tech, il y a beaucoup de start-up qui justement utilisent des moyens de paiement dématérialisés ou des services de livraison qui sont entièrement en ligne. Ça, c'est la principale tendance. Et pareil pour les fintech, puisqu'on voit par exemple beaucoup de services à l'attention des entreprises avec des gestions de paiement en ligne, mais aussi pour les particuliers qui percent de façon persistante chaque année dans le classement. En fait, si je vous comprends bien, c'est les entreprises, enfin, les startups qui ont été les plus innovantes, qui le sont aussi pour leur personnel, pour le recrutement, pour leur personnel, qui sont aujourd'hui au top de ce classement. Vous l'avez réalisé comment, justement, ce classement? Vous avez des critères plus précis de sélection? Comment vous les repérez? Alors, on a 4 grands critères. Le premier, c'est la croissance des effectifs, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation des effectifs, et il devait être au-dessus de 15%. Donc, c'est quand même un chiffre important au cours de la période définie, c'est-à-dire de juin à septembre de l'année dernière, juin jusqu'à septembre cette année, en 2021, pardon pour le cafouillage. Et ensuite, le deuxième critère, c'est les interactions avec l'entreprise et ses employés actuels sur LinkedIn. Donc, par exemple, on a regardé les abonnements à leur page entreprise, mais aussi les interactions avec leurs employés, notamment sur LinkedIn. Ça veut dire que leurs employés sont très connectés aussi avec leur écosystème et avec tout un réseau. Le troisième point, c'est l'intérêt pour les offres d'emploi, savoir s'il y a des gens qui consultent leurs offres d'emploi, mais aussi savoir s'il y a des candidats qui postulent à leurs offres d'emploi. Et le dernier point, c'est la capacité à attirer les meilleurs talents. Donc pour ça, on a regardé le pourcentage des employés acquis par cette start-up en provenance des grandes entreprises via un classement qu'on publie aussi chaque année qui s'appelle le classement Top Companies. Et alors, une fois que vous diffusez ce classement, il se passe quoi? Est-ce que vous voyez davantage d'offres, justement, apparaître pour ces startups, enfin, en tout cas, de propositions de candidatures? Alors, il se passe surtout qu'en fait, elles avaient déjà 450 offres d'emploi qui étaient disponibles. Donc, le premier effet, c'est qu'il y a un afflux sur leurs offres d'emploi. Et notamment, on a permis aux membres, et si vous regardez le classement sur notre page LinkedIn Actualité, vous verrez qu'on a identifié les principales compétences dont elles avaient besoin et auxquels il fallait se former, notamment si on est un demandeur d'emploi. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit un influx sur leur offre d'emploi. Et le deuxième point, c'est qu'on voit évidemment les salariés célébrer le fait qu'ils sont une top start-up, puisque c'est a priori une entreprise où il fait bon travailler avec des avantages qui sont très intéressants. Ça représente quoi comme vivier d'emploi, LinkedIn, si on prend LinkedIn France? Vivier d'emploi. Alors sur les startups, vous savez qu'il y a la French Tech qui avait identifié qu'il y avait plus de 10 000 emplois qui allaient être créés sur l'année. Donc LinkedIn représente une partie, et donc le top 10, c'est qu'une fraction finalement de ces startups. Il y a beaucoup de recrutement potentiel. Et ce qui est intéressant d'aller voir, je pense vraiment, c'est de regarder les compétences pour savoir lesquelles sont les compétences les plus recherchées. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de demandes dans les domaines de data science. Donc ça, on le sait, mais il y a vraiment un afflux d'offres et de demandes. Donc s'il faut se former aujourd'hui, c'est à ces compétences-là. Et le deuxième point intéressant, c'est aussi tous les langages informatiques, le C++, le JavaScript, etc. Il y a aussi un afflux de demandes. Donc si il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui cherchent à se former, qui cherchent à se reconvertir, ou des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de s'orienter pour la suite, a priori, ce sont les compétences sur lesquelles il faut viser. Et d'ailleurs, on offre aussi des cours LinkedIn Learning en ligne qui sont disponibles pour se former à ces compétences-là et qui peuvent offrir certains certificats. LinkedIn France, c'est 22 millions de membres. A priori, c'est d'abord un réseau justement professionnel. Pourtant, le contenu prend une part très importante sur LinkedIn. C'est un des piliers aujourd'hui fondateurs du réseau social. Alors tout à fait, puisque au-delà de chercher un emploi, on vient aussi sur LinkedIn pour se créer une communauté professionnelle. Et ces communautés professionnelles sont alimentées par des conversations avec des créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, c'est qui? Ça peut être des personnes très influentes dans leur secteur, les dirigeants d'entreprises, des fondateurs de start-up, des activistes dans le secteur de l'environnement, etc. Et ça peut être aussi vous et moi qui parlons de notre expertise ou qui réagissons à certains contenus publiés par ces créateurs, ou en tout cas ceux qui animent ces communautés.
La vocation du fil d'actualité que vous pilotez, c'est laquelle justement ? Parce que là, elle n'est pas créée par des utilisateurs, elle n'a pas vocation à rassembler des personnes qui se connectent, à les reconnecter entre elles. Alors le fil d'actualité de LinkedIn, c'est d'abord le fil que vous créez par les personnes avec qui vous êtes connectés. Donc moi, ma recommandation, c'est d'ailleurs de vous connecter qu'avec des gens que vous avez déjà rencontrés. Et ensuite, vous pouvez aussi suivre des personnes et vous allez recevoir leur contenu dans votre fil d'actualité. Donc ça peut être suivre des personnalités, mais ça peut être aussi suivre des personnes qui ont une expertise ou en tout cas un centre d'intérêt commun avec vous au niveau professionnel. Et la troisième façon d'alimenter le fil d'actualité, c'est aussi des contenus qui sont publiés notamment via nos pages LinkedIn Actualité ou via des experts dans leur domaine. Donc finalement, vous avez le fil d'actualité qui vous ressemble et qui est le reflet de votre communauté professionnelle sur la plateforme. Pour revenir juste sur ce podium des startups où il fait bon travailler, est-ce qu'il y a aussi des tendances communes au sein de l'Union européenne qui se détachent ? Alors tout à fait, on a notamment relevé, là, il y a la FinTech, donc ça c'est pas nouveau. Par exemple en Autriche, on a Bitpanda qui est une plateforme de trading de crypto-monnaie, on a Banca et Dexa en Italie, ce sont des solutions de paiement pour les entreprises. On a le très célèbre Monzo Bank qui est une néobanque 100% en ligne au Royaume-Uni. Donc ça c'est la grande tendance et c'était déjà le cas sur les derniers classements qu'on avait publiés. La deuxième grande tendance que moi j'ai trouvée intéressante et qui est vraiment un peu plus nouvelle, c'est les startups dans le développement durable. Donc on l'avait vu émerger en France, notamment l'année dernière avec l'arrivée de Back Market, qui est d'ailleurs depuis devenue une licorne française. C'est le service de reconditionnement de matériel informatique ou high-tech, dont les smartphones par exemple. Et on voit cette tendance aussi percer par exemple en Autriche avec Refurbib qui fait aussi du recyclage de matériel électronique. Il y a Eurafoob aussi en Belgique qui est spécialiste de la viande végane. Voilà, on voit cette tendance-là un peu partout et il y a aussi tous les services de location de trottinettes, de vélos, de véhicules, etc. Qui sont florissants un peu partout en Europe. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Sandrine Chevin. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction LinkedIn Actualité. Merci pour ce podium de start-up où il fait bon travailler. C'est l'heure de notre grand débrief de l'actualité. Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, nous avons Alain Staron et son regard disrupteur. Alors voilà, c'est plus une disruption chez Facebook, c'est une tourmente, un ouragan, une tempête. On va commencer par là. Je ne sais même pas combien d'actualités touchent Facebook, mais ce ne sont que des mauvaises nouvelles en ce moment. Il y a évidemment cette panne géante qu'on a décryptée en début de semaine dans Smart Tech, qui a touché donc l'ensemble de la galaxie Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook et sa messagerie Messenger n'ont plus répondu pendant 6 heures. Alors oui, on m'a dit, ce n'est que Facebook, c'est un endroit où on discute, c'est pas très grave. Ah mais si, mais c'est quand même pas anodin quand une plateforme met autant de temps d'ailleurs pour réparer, même s'il s'agit d'un bug ou d'une panne. Oui, alors ça, j'aurais pas voulu être à la place des ingénieurs qui étaient sur le coup pour essayer de réparer, parce que je pense que la pression était maximale. Journée cauchemar. Oui. Non, mais la communication, c'est les échanges, c'est à la base du travail même. On peut avoir tous les outils qu'on veut pour travailler. À un moment, on est obligé d'échanger avec nos collègues, avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et WhatsApp est devenu un des médias favoris. Bon, la bonne nouvelle, c'est que WhatsApp marche plus. On se met sur Signal, on se met sur TikTok, on se met voilà. Donc, je suis pas inquiet sur le fait que l'humanité entre guillemets sera résiliente à une éventuelle disparition de Facebook. Non, mais effectivement, vu du point de vue de Facebook, la tourmente est quand même majeure. Vous savez que donc le juge de la FTC va répondre le 17 novembre aux arguments présentés par Facebook pour dire tout va très bien, Madame la Marquise. C'est normal que j'ai WhatsApp, c'est normal que j'ai Messenger, c'est normal que j'achète plein de boîtes et que si elles me plaignent pas, je les tue. C'est ça qu'on reproche à Facebook en particulier, et que je gère 3 milliards d'échanges, des échanges avec 3 milliards d'individus sur la planète. Bien. Alors oui, parce qu'au moment de la panne, il y a un tweet intéressant d'Edward Snowden qui a dit « Ah ben là, on peut peut-être se rendre compte de l'importance d'un démantèlement de Facebook, parce que peut-être que si ça avait été des services séparés, on n'aurait pas eu toutes ces pannes en même temps. » Oui, c'est tout à fait. C'est un petit trait d'humour de la part d'Edward Snowden, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui aussi cette crise que vit Facebook sur un risque de démantèlement. Oui, mais ça, j'allais dire, c'est business as usual. On a démantelé les Bell Labs, on sépare le rail et le train dans la SNCF.
enfin, les grands monopoles sont amenés à être démantelés pour l'intérêt du public, hein, des clients. Donc, ça va arriver. Autre crise, c'est quand même une crise de réputation Voilà. que vit Facebook, qui peut être peut-être une crise encore plus majeure. Finalement, veut-on encore des services de Facebook ? Et voilà. En fait, à mon avis, et Facebook, en l'occurrence, fait très bien son job. Et le problème, c'est pas le problème de Facebook, c'est le problème des réseaux sociaux. On en a déjà parlé. Mais qu'est-ce que fait un réseau social ? Il veut maximiser l'affinité, il veut maximiser le temps que les gens passent sur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Sur un réseau social, on n'a pas des journalistes qui présentent une information. Tout le monde est journaliste. Et donc, vous avez 3 milliards de contributeurs. Donc, que font les algorithmes ? Eh bien, maximisent les contenus qui vous plaisent. Alors, on avait un réseau social un peu différent juste avant votre arrivée à l'Instagram, puisqu'on était avec LinkedIn, qui travaille son fil d'actualité, justement, qui produit des contenus. Je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je vous recommande de vous connecter avec des gens que vous connaissez ». Autrement dit, l'entre-soi. Le grand problème, quand vous étiez, je parle d'un temps que les jeunes ne connaissent pas, avec peu de chaînes de télévision, vous étiez contraint de regarder des choses qui forcément ne vous plaisaient pas forcément. Maintenant que vous avez un choix infini, vous n'êtes que sur les sujets qui vous cet enfermement dans une bulle d'information. Qui vous renforcent dans vos convictions. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous clivez. Et vous clivez plus que jamais. Il ne faut pas chercher ailleurs, je pense, le délitement de la société. C'est-à-dire que quand vous êtes entre vous, les arguments opposés, vous ne les écoutez pas. Et vous vous confortez et, avec des gens qui pensent comme vous. Et ce qu'on constate, et c'est vrai aussi pour YouTube, hein, plus les contenus sont manipulateurs, sont provocants, sont choquants, sont dénués de toute objectivité, plus ils sont simples, et plus ils sont vus. Et plus ils sont regardés. Autrement dit, les gens se renforcent dans des croyances qui ne sont plus objectives, qui ne sont plus rationnelles. On verra comment vont évoluer les choses. On en reparlera de cette crise que traverse Facebook en ce moment. On va continuer avec une autre actualité, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout traiter. Alors. Oui, mais juste un dernier mot quand même. Sur les réseaux sociaux, oui. Moi, si je peux me permettre une petite suggestion, à tous les réseaux sociaux de la Terre, et à LinkedIn y compris, réservez un zeste de folie dans un océan de confort. Je voulais faire ça il y a 25 ans quand j'étais confronté au déchaînement de tous les programmes. C'était les tout débuts d'Internet. Et l'océan de confort, c'est vous avez que des gens qui pensent comme vous. Le zeste de folie, c'est ce qui vous ouvre, ce qui permet de rester créatif, ce qui permet de garder votre libre arbitre, ce qui vous permet de continuer à réfléchir. Voilà. Et ça concerne tous les réseaux sociaux. Alors, autre actu qu'on va commenter ensemble, c'est Orange qui a racheté les parts de Groupama avec Orange Bank. Groupama, c'était quand même son partenaire historique. Bon, alors ça se mariait pas très bien visiblement tous les deux. Et Orange se retrouve à continuer tout seul son expérimentation Orange Bank. Je dis expérimentation parce que non, alors ça fait 4 ans, d'accord, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait vraiment fait ses preuves ou atteint ses objectifs. Non, 1,5 million de clients quand même, 1,4 million en France. Ouais. Donc c'est quand même pas négligeable. Après, quand on regarde dans le détail... Des pertes quand même assez colossales. Oui, il faut travailler un peu pour... mais ils sont sur le coup, hein. Ils vont assainir le business. Après, ça pose la question des néobanques, et d'Orange et des néobanques. Les néobanques, elles viennent de nulle part. Hein, les deux grands, hein, N26 et Revolut, qui a migré d'Angleterre en Lituanie, elles sont parties de nulle part. Et là, quand on regarde, N26, c'est 7 millions de clients, dont 2 en France. Une banque purement digitale, qui n'a pas de réseau physique, n'a donc pas besoin de frontières. Et donc, une des forces de ces néobanques, c'est d'être capable d'aller partout. Alors, je passe évidemment. Alors, c'est vrai que Orange aspirait à avoir davantage de développement à l'international et jusqu'ici, ils étaient un peu freinés dans les investissements. Pas que. Quand vous êtes sur Orange Bank, vous avez un conseiller en agence. Donc, vous avez encore un réseau physique. Alors, c'est la difficulté de l'autodistribution. Vous avez votre réseau physique, c'est un actif que vous voulez valoriser. Et donc, vous dites aux gens, venez dans notre agence télécom, c'est comme une agence bancaire. C'est juste le contraire de ce que veulent les gens qui sont en ligne. Et se couper radicalement de ça permet justement d'aller plus facilement à l'international. Après... Alors, il y a des modèles aussi, il y a des banques qui décident de rendre cela payant, justement. Alors, on peut faire... L'accès à son conseiller. Oui, tout à fait. Alors, voilà, là, on rentre dans un sujet concurrentiel majeur. Après, il faut avoir une FAQ et des bots qui marchent très bien pour ne pas avoir besoin de faire ça. Après, un autre truc intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais Google vient d'arrêter Plex. Plex, c'était son projet de néobanque. Il l'a arrêté en disant « je me concentre sur Google Pay ».
Ils viennent de refondre Google Pay. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans Google Pay ? Un troisième onglet qui s'appelle Insight, qui permet de voir toutes ces banques au même endroit et d'avoir la facilité d'un as du digital sur la gestion de ses comptes. Ça porte un nom, hein. Ça s'appelle la désintermédiation. Donc, voilà, je serai Orange Bank, j'ai une première question à me poser. Est-ce que je joue avec les bonnes cartes et des bons actifs sur le métier des néobanques ? Ou est-ce que je ne veux pas capitaliser sur des actifs de l'ancien monde qui sont plutôt des boulets qu'autre chose ? L'histoire fourmille de disruption ratée parce que je considère que mes boulets restent pertinents. Et j'imagine plein de gens dans le groupe qui se disent on a un réseau, c'est un super actif. Ça ne sert plus à rien, monsieur. Et ça, c'est très difficile à entendre. Bien, donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, si je suis sur la néobanque proprement dite, donc, est-ce que j'ai la place, hein, on peut très bien vivre comme ça, mais est-ce que le coup d'après, si on veut réfléchir à ça, c'est pas la désintermédiation des néobanques par les plateformes de paiement ? Google Pay, Apple Pay, pour ne pas les nommer. Alors donc quoi, on s'intègre dans une place de marché et c'est le risque. Oui. C'est le risque. Donc Orange a suffisamment de cerveau et de ressources pour réfléchir à comment rebondir, je pense. Bon, sur un secteur bancaire qui est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas un pari facile. Autre sujet qu'on ne cesse de traiter, c'est le cloud souverain. Alors, on va parler déjà de la bonne nouvelle, donc c'est l'introduction en bourse d'OVH. Là, visiblement, le premier fournisseur européen de services cloud a donné une date pour son introduction en bourse. Ce sera le 15 octobre, en espérant être valorisé 3,7 milliards d'euros. Ce serait la plus grosse introduction en bourse sur Euronext de l'année. Oui. Bon, le chiffre d'affaires de VH, 630 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de GCP, 8 milliards. Le chiffre d'affaires d'AWS, 35 milliards. Le chiffre d'affaires de Microsoft, 44 milliards. Microsoft, il y a aussi Office 365. Ce que je veux dire, ils font plein d'autres choses. Non, mais je suis reparti en ligne. Bien sûr. Donc, Azure, je veux dire Microsoft Azure. Donc, on peut effectivement dire qu'on est le numéro 1 européen. Je pense que c'est plutôt le numéro 2. Hein. Je pense que Deutsche Telekom est devant avec son activité nuage. Quand on regarde, il y a un graphique qui est sorti il n'y a pas longtemps qu'on peut peut-être afficher. Oui. La part de marché des clouds européens en Europe ne cesse de chuter. Aujourd'hui, 69% du marché européen est occupé par les trois dont j'ai cité juste avant, qui sont des Américains. Et ça pose un vrai problème. Est-ce que c'est une fatalité ? On en a pu déjà en parler ici. La dynamique de l'économie aux États-Unis, comme en Chine d'ailleurs, c'est une aide frontale, non masquée, décomplexée des gouvernants, des politiques sur leur économie. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont pu démarrer. Aujourd'hui, le 29 septembre, c'était la semaine dernière, il y avait le Trade and Technology Council entre les USA et l'Europe à Pittsburgh. Ils n'ont pas abordé le sujet de ce que deviennent les données, alors qu'on sait que le Privacy Shield est tombé. Un député européen qui a dit ça n'a pas de sens, ça ne peut pas protéger les citoyens européens. Donc, il n'y a aucune sécurité aujourd'hui à avoir ces données hébergées, protéger lapsus, à l'envers, avoir ces données hébergées sur des clouds américains. Je ne comprends pas pourquoi, en France en particulier, où on est très sensible à RGPD, pourquoi est-ce qu'on continue à héberger ces données personnelles dans des clouds américains ? Je ne comprends pas. J'avais interpellé Cédric Villani quand il était député de ces sujets-là, qui me disait c'est un scandale, ces industriels ne comprennent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. Et les scandales ne manquent pas, je n'ai pas là pour les raconter. Je ne comprends pas que tout seul, ils ne décident pas d'eux. Peut-être qu'il faudrait faire une loi. Mais faisons une loi. Alors moi, justement, on enchaîne avec le deuxième sujet. Le gouvernement français a décidé de mettre en place un label, d'accord, qui permettra de valider qu'il s'agit d'un cloud souverain ou non. Bon, premier cloud soumis à ce label, c'est une alliance entre Capgemini, Orange et Microsoft. Deuxième annonce là, donc, qui est tombée hier, c'est Thales qui nous dit je me rapproche de Google aussi pour obtenir ce label de cloud souverain. À un moment, les industriels sont dans l'économie. Enfin, il faut que ça marche. Donc ils vont vers les solutions les plus efficaces et donc les moins chères. Et très clairement, il n'y a pas encore très longtemps dans une boîte du CAC 40, ce que font les données personnelles aux US, c'est pas du tout leur sujet. Si c'est moins cher, ils y vont, ce qui est un pur scandale. Donc moi, je pense, à un moment, il faut réglementer. On dit qu'on démantèle Facebook. Les Américains vont démanteler Facebook. Est-ce que les Européens pourraient interdire
pas de stockage. Le stockage et le cryptage simultané. J'ai un principe très simple, ça vient de Montesquieu, c'est pas la séparation des pouvoirs. Soit vous stockez des données, vous n'avez pas le droit de les crypter. Soit vous les cryptez et vous n'avez pas le droit de les stocker. Et à ce moment-là, on pourrait utiliser un cloud américain avec des données inutilisables par n'importe qui voudrait les regarder. Et Dieu sait si les gens les regardent, malgré tous les naïfs de la Terre qui vont dire... Alors là, justement, il y a tout un tas de critères pour obtenir ce label français qui sont censés garantir que ces données hébergées, y compris par des acteurs étrangers, seront sous responsabilité juridique française. Et donc, énormément d'ailleurs de critères à respecter pour obtenir le label qui font d'ailleurs hurler les opérateurs français parce que ça devient tellement difficile, il faut avoir des moyens colossaux encore une fois pour obtenir ce label qui est donc plus à la portée d'acteurs américains qu'à la portée d'acteurs français. Oui, c'est un premier problème. Mais d'un autre côté, on a le SIGREF donc, qui représente les responsables informatiques des entreprises du CAC 40, donc des acteurs majeurs, qui se réjouissent de cette annonce de Thales avec Google en disant « Eh bien, enfin, on va avoir le meilleur de la technologie qui sera disponible pour les grandes entreprises françaises avec une certaine confiance puisqu'il y aura un label Secnum Cloud, donc de cloud souverain. » Bon, si OVH n'est pas plus riche aujourd'hui, donc ne peut pas développer plus d'innovation, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de clients au début pour essuyer les pots cassés. Donc à un moment, est-ce qu'on a... et plus on attend, si on ne fait rien, si on n'est pas volontariste, plus on renforce les grands. C'est winner takes all. On fait ça depuis la nuit des temps. Il y a un danger. Le politique le sait. Et voilà, après, on peut dire je suis fou, c'est pas vrai, il n'y a pas de danger. Moi, l'espionnage industriel, je le connais par cœur et personne ne le sait, ça ne se dit pas, mais ça se voit. Si je peux aller voir des données d'un concurrent, si je suis américain, mon copain américain peut me dire les données qui se passent ailleurs, évidemment qu'il le fait. Et c'est intraçable. Et puis, il y a un danger tout simplement de tissu économique même. Voilà. On a aujourd'hui des pépites françaises qui ne sont pas soutenues. Ça, c'est évident que ces deux annonces sont quand même assez déprimantes pour l'écosystème français. Exactement. Je suis un du CAC 40 à limite, les petites pépites, je m'en moque, moi je veux vivre. Mais à un moment, il ne faut pas lui laisser le choix. Il ne faut pas lui laisser le choix. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des grands du CAC 40 continuent à laisser passer leurs données aux US. Allez, on enchaîne avec une réussite, un Français dans le jeu vidéo mobile, Voodoo, qui rachète son concurrent israélien, Beach Boom. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'annonce. On est très content. Absolument. Et c'est très bien parce qu'en plus, ils sont pas tout à fait concurrents, ils sont un peu complémentaires. C'est-à-dire que Voodoo, c'est vraiment hyper casual gaming. J'ai 2 minutes pour attendre le métro, je joue. Et son concurrent israélien, enfin l'israélien, c'est plutôt des jeux de plateau. Bien. Évidemment, quand on ne prend plus le métro, on ne fait plus des instant gaming. Donc, c'est pour ça que Voodoo a besoin de croître. Après, cette petite... Ça veut dire qu'il commence à avoir aussi plus grand, plus large. Et donc, voilà. Donc, 2 pieds, c'est toujours mieux qu'un, pour garder l'équilibre. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. En plus, autre bonne nouvelle, après la Corée, les Américains ont dit qu'on pouvait faire de l'in-app purchasing sans passer par les fourches codines des grandes plateformes. Donc... Voilà. Oui, ça va apporter aussi un nouveau type de revenus chez Voodoo, qui quand même a son maintenant au capital Tencent, le chinois. Absolument. Donc, en tout cas, ça lui permet de mener des opérations d'une envergure qui n'était pas possible jusqu'ici. Donc, on termine. Feu vert, c'est plutôt pas mal. On termine avec Tesla. Oui, il vient d'annoncer 620 000 voitures vendues au 3e trimestre. Alors, c'est des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire. En 2017, allez, je vais jouer mon vieux rabat-joie. Tesla avait vendu 80 000 voitures et je me disais, mais à quel moment vont-ils dépasser Porsche? Et je m'étais fait insulter sur les réseaux sociaux. En disant, mais comment vous n'y pensez pas? Tesla ne peut pas remplacer Porsche. J'avais répondu, oui, dans le cœur des Porschistes. Et la question devient, combien restera-t-il de Porschistes? Il a fallu 2 ans pour que Tesla dépasse Porsche. L'année dernière, Porsche, c'est 200 et quelques mille voitures. L'année dernière, 500 000 voitures sont bien de là. Et donc, moi, maintenant, je pose la question, à votre avis, quels sont les prochains grands constructeurs iconiques que Tesla va dépasser? Et en quelle année? Je trace des courbes, je peux me tromper. Mais je peux ne pas me tromper. 2024, Audi et BMW. 2025, Mercedes. Je vous rappelle que le patron de l'automobile allemande, d'Alain Staron, disait c'est l'instant iPhone des voitures. Est-ce que l'industrie automobile allemande va survivre? Donc, c'est pas un pari. Moi, je dis juste, effectivement, rien de ce que je raconte peut se produire. Mais personne ne peut me garantir que ça ne se produira pas. Et donc, une vraie démarche d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise, c'est dire, au cas où le pire arriverait, comment je me prépare?
Très bien. Merci beaucoup Alain Staron pour ce débrief, ce grand débrief de l'actu ensemble. C'est la montre qui répond. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Allez, on part en pause et puis on se retrouve pour le Launchpad. On va découvrir la Fashion Tech. Voilà de retour dans Smart Tech que vous suivez sur Bismart à 11h en direct comme chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Et donc dans cette deuxième partie, on va en découvrir une nouvelle innovation. Ce sera un robot garçon de café. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec Marwan Elfites, qui est responsable des programmes à Station F, les programmes Start-up. C'est notre séquence Launchpad qui entame sa deuxième saison. Marwan, c'est la première fois en revanche qu'on l'a fait ensemble. Là, on va parler de ces startups sur la rampe de lancement, en particulier sur un podium, on pourrait dire, des startups de la Fashion Tech. Bah oui, c'est l'actualité. En tout cas, c'était l'actualité. Hier, s'est terminé la Fashion Week, donc gros moment de l'année pour la scène parisienne. Et c'est toujours intéressant de comparer un peu ces deux univers qui ont l'air un petit peu éloignés entre le monde traditionnel de la mode et puis le monde de la tech. Et on a aussi pas mal parlé depuis la rentrée de grosses levées de fonds dans l'écosystème français. Sorar étant au top. Content Square aussi tout au long de l'année. Il y en a une aussi qui a été très grosse, celle de Vestiaire Collective. C'est vrai. Qui a fait deux grosses levées, une de 178 millions et une équivalente, une avec Kering et une avec SoftBank, qui est le géant de l'investissement au Japon, qui est une des plus grosses places de marché sur les produits de seconde main de luxe. Alors, on parle des startups parce que c'est vraiment votre dada. Il y a aussi des grands groupes qui s'impliquent aujourd'hui sur cette Fashion Tech. Kering, par exemple, du coup, derrière Vestiaire Collective. On a la chance à la station d'avoir LVMH, qui est comme le numéro 1 de la mode, qui a du coup un programme que j'ai eu l'occasion de présenter ici et que j'aurai, j'espère, l'occasion de représenter pour les nouveautés. Mais dans le programme LVMH, l'idée, c'est de connecter les grandes maisons d'LVMH avec des super startups pour révolutionner des expériences en magasin, mais aussi en confection de vêtements. On a aussi un autre programme qui s'appelle ADN, qui travaille avec beaucoup d'acteurs de la mode. Donc c'est un programme qui porte sur l'art, la culture et la mode, qui travaille notamment avec l'IFM, l'Institut français de la mode, et des organisations comme Défi autour de cette thématique. D'accord, donc des incubateurs en fait. Exactement, parmi les 32 stations F, il y en a 2 qui sont vraiment sur ces sujets-là. Donc on voit qu'on a parlé de Vestiaire Collective, LVMH, là vous citez ADN. La Fashion Tech, finalement, ça regroupe quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? C'est large. Qu'est-ce que c'est large? Voilà, c'est l'association entre deux univers qui ont l'air opposés, le monde un peu traditionnel, artisanal, et le monde de la tech qui est vu comme étant froid, automatisé, mais pourtant, ils se marient de plus en plus. Donc dans la Fashion Tech, on va retrouver l'ensemble des solutions qui visent finalement à s'attaquer à l'ensemble des étapes de la mode. La conception, le design, la distribution, mais aussi la soutenabilité des vêtements qu'on met en avant. Donc ça va retrouver pas mal de termes derrière et pas mal de tendances. Les startups dans la Fashion Tech vont avoir différents modèles économiques. On va retrouver notamment ce qu'on appelle les DNVB. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des marques qui naissent en ligne. Et donc là, les startups vont tout simplement... digital native, où elles sont 100% 100% en ligne. 100% numérique, où on peut y accéder en ligne en achetant le produit en ligne via un site de e-commerce. On va avoir pas mal de marques comme ça qui naissent sous un mode startup. D'accord. On va avoir des marketplaces, Vestiaire Collective, on a un super exemple. On va avoir aussi des solutions très deep tech avec de l'intelligence artificielle qu'on a l'occasion d'avoir à Station F. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle dans la mode? Pas mal de choses, notamment de la reconnaissance visuelle. On a des super startups comme Watiz qui permettent finalement de mettre en place un moteur de recherche visuelle où vous allez, à travers une photo, pouvoir reconnaître un vêtement, détecter un vêtement, et la solution va, à travers sa base de données, vous proposer finalement des vêtements équivalents, soit identiques, soit équivalents, pour pouvoir finalement consommer. Et c'est un super assistant de shopping. Donc vous regardez une série, vous aimez la manière dont les acteurs sont habillés, vous prenez en photo, et vous allez pouvoir finalement retrouver des habits soit identiques, soit équivalents. Et peut-être un peu moins cher en fait. Peut-être un peu moins cher, exactement. D'accord. L'intelligence artificielle, il y a d'autres choses? Exactement, Visual AI notamment, aussi passé par le programme ADN et le Founders Programme de Station F. Alors là, c'est une autre manière de mettre en avant l'inclusivité. L'inclusion, on le voit énormément dans les publicités aujourd'hui et dans les défilés. Mais dans votre expérience d'achat, c'est très compliqué. Donc lorsque vous achetez sur un site de e-commerce, vous allez avoir des modèles, des mannequins assez uniformes, assez homogènes. L'idée, c'est comment vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous allez pouvoir vous projeter dans l'achat du vêtement. Donc avec Visual, vous allez pouvoir avoir un mannequin, choisir un mannequin qui s'adapte à votre physionomie, à votre âge, à votre couleur de peau, et projeter le vêtement sur ce mannequin-là. Donc c'est tout simplement de l'IA. Et encore, on a besoin d'IA là-dedans?
pour que le vêtement puisse s'adapter au mannequin que vous allez choisir, qui est propre à vous. D'accord. Et dans la feuille de route du fondateur, l'idée c'est de pouvoir finalement avoir votre propre modèle, votre propre photo, et vous projeter avec le vêtement que vous comptez acheter. Et ça, l'inclusion, c'est une tendance dans la mode qui est arrivée avec le numérique? L'inclusion, effectivement, l'inclusion est une des tendances. La soutenabilité de ce que vous allez mettre aussi en avant, on a pas mal de... La durabilité, on a une alumine. Soutenabilité, c'est un peu anglais. Un peu anglais, mais je me permets, dans le monde de la tech. Mais effectivement, la durabilité des vêtements, une startup comme Loom, qui est passée par Station F, qui prône avec une startup, une entrepreneuse très militante derrière, la durabilité des vêtements et l'idée d'acheter de moins en moins de vêtements avec des matières beaucoup plus durables. Et notamment sur l'inclusion, Intimately, qui est une startup américaine qu'on a l'occasion d'avoir, qui est une pure DNVB, donc une marque en ligne de lingerie pour les femmes qui souffrent de handicap ou de douleurs chroniques. Donc comment je peux avoir des vêtements dits tendance et en même temps très fonctionnels, pratiques lorsque je souffre de certains handicaps. Mettre ou enlever un soutien-gorge n'est pas facile pour toutes les femmes, et donc c'est un exemple d'inclusion dans la tech. Et là, c'est vrai que ça permet de travailler davantage des profils plus resserrés, en fait, quand on est 100% en numérique. Exactement, on travaille sur des niches et on propose des gammes de vêtements que les grandes marques ne peuvent pas proposer. On a cité tous les exemples de start-up fashion tech. Wishupon, par exemple. Oui. Wishupon, une start-up coréenne qu'on a la chance d'avoir depuis 2 ans à Station F, passée dans le Founders Programme, et L'Oréal, qui permet aussi de créer des assistances, finalement des listes de shopping en ligne. On va tous naviguer sur un site internet, sur son mobile ou sur son ordinateur. Ouais. On va voir des articles qui vont nous intéresser. On peut les mettre de côté. Et l'application va vous notifier lorsque les prix changent, lorsque les gammes de produits changent. Et peu importe le e-commerçant. Peu importe le e-commerçant. Tout est une question d'intégration en fonction des marques, effectivement. Génial. Sur le fond, on a parlé de l'aspect durable dans la mode qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme ça qui font que le numérique change les choses dans la mode? La durabilité, vous allez la retrouver sous différentes formes. Donc, dans la confection, mais par exemple, on a une start-up qui s'appelle Fairbrix, qui est passée par Entrepreneur First, qui va regrouper pas mal de chercheurs. Et le point de Fairbrix, c'est de dire que l'industrie du textile est l'une des industries les plus polluantes au monde, très clairement. Et donc, il commence à confectionner du textile à partir de CO2. Okay. Voilà, donc ça c'est des projets très deep tech, très très long terme, mais c'est un exemple de durabilité dans le domaine. D'accord. Les autres tendances qu'on voit, c'est l'expérience du point de vente finalement et l'expérience d'achat. Quand on parle de Visual AI, quand on parle de Whatis, quand on parle de Wishupon, l'idée c'est comment mon expérience en ligne finalement change ma manière de consommer. Je ne suis pas en magasin, je vais pouvoir, grâce au numérique, en reconnaissant des vêtements et prendre le temps finalement dans ma consommation, d'avoir une consommation assez différente. On voit aussi pas mal de tendances du live shopping, où vous allez avoir des expériences d'achat tout simplement en ligne avec des e-commerçants qui vont faire une expérience quasiment comme un magasin mais en ligne. Et donc ça signe la fin du point de vente, vous croyez? Non, en fait ça le complète. On a tous un comportement d'achat où on va voir un produit en ligne et puis on va ensuite aller le prendre en magasin, on veut quand même le toucher, et puis inversement, on va parfois en magasin pour ensuite confirmer son achat en ligne. Donc on est vraiment dans cette hybridité entre les deux univers. Et ce qui va modifier aussi les points de vente, j'imagine, cette hybridation. Dans l'expérience d'achat. Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment dans On ne le voit pas encore. Mais ça va sans doute arriver, on le voit forcément en Chine dans l'expérience d'achat, où vous pouvez payer uniquement par votre visage. Ouais. Donc on va arriver finalement petit à petit vers ce genre d'expérience. Super, merci beaucoup d'avoir fait défiler la fashion tech dans Smart Tech. Merci Marouane El-Fitess. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up de Station F, qui est le plus grand campus de start-up d'Europe. À suivre, je vous propose un thé bien chaud avec peut-être des pancakes au sirop d'érable ou peut-être des œufs au sirop d'érable. Et pourquoi je vous propose un thé chaud avec des œufs au sirop d'érable? Eh bien parce qu'ils seront peut-être servis par un robot et que ça se passe plutôt du côté du Canada. Oui, on est dans notre séquence. Et demain, c'est le Zoom quotidien sur l'innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. En fait, c'est un restaurant à Montréal précisément qui s'est offert les services d'un nouvel employé. Alors, il a l'allure d'un chat, il a 2 oreilles sur la tête et il a un visage amical. Alors, il n'y a pas de faux suspense, c'est pas un humain. C'est un robot qui a été employé. Il s'appelle Bellabot et il a été conçu par la compagnie chinoise Poudou. Et il y a quelques semaines, le restaurant québécois, je crois, s'est donc équipé de ce nouveau compagnon. Et alors, qu'est-ce qui l'a motivé, ce restaurateur? Oui, ce restaurateur. Mais en fait, à choisir un robot. Il manque de main-d'œuvre, c'est la plus grosse problématique. Et c'est ce pourquoi on développe de plus en plus de robotique dans ce secteur d'activité, parce qu'on manque de main-d'œuvre. Le patron, il a donné une interview où il explique qu'il a dû refuser cet été chaque jour des dizaines et des dizaines de clients parce qu'il n'avait pas les moyens de les accueillir et de soutenir un service en flux tendu. Alors, il a décidé de trouver du renfort. Le renfort est venu de la robotique, puisque Bellabot, justement,
est capable d'apporter des plats, d'apporter des boissons, de récupérer même les assiettes et le tout en interagissant avec les clients grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va expliquer comment il fonctionne. Alors en fait, on a parlé de porter les plateaux. C'est un petit peu comme un chariot autonome sur lequel on va glisser les assiettes et tout ce qu'il y a sur la table. D'ailleurs, il peut porter jusqu'à 40 kilos. Donc quand on a un grand restaurant, on peut tout vider d'un coup. C'est l'avantage. Pour se déplacer dans le restaurant, il est équipé de capteurs 3D. Son intelligence artificielle, en fait, elle peut effectuer 5400 détections d'objets à la minute. C'est assez énorme comme capacité. Ça veut dire que si une fourchette tombe par terre, si un sac est au milieu du passage ou si un enfant court tout le long du repas d'une table à l'autre, eh bien le robot ne va pas leur rentrer dedans, il va pouvoir l'analyser, et ce, à 10 mètres de distance, ce qui va lui permettre donc d'aller assez rapidement, de se déplacer assez rapidement puisqu'il sera assez agile sur la détection de mouvement. Il va se déplacer à peu près à la vitesse d'un homme, entre 0,5 et 1,2 mètres par seconde. Et puis l'avantage d'un robot, évidemment, bien, c'est qu'il peut enchaîner un service pendant 24 heures non-stop, contrairement à un homme. Enfin, certains vont à le faire, mais son autonomie peut aller jusqu'à 24 heures. Et puis la partie interaction humaine, qui est évidemment très importante dans ce secteur en particulier, est supportée par des fonctionnalités vocales qui vont permettre à ce robot, par exemple, de vous souhaiter un bon appétit quand il vous apporte votre assiette. Sur son écran, le robot chat peut montrer un visage amical, plusieurs expressions en fonction de l'interaction qu'il va recevoir et qu'il comprend. Et puis en bonus, alors ça paraît un peu étrange, mais si vous lui caressez la tête à ce robot, il va ronronner. Et oui, parce qu'il a des oreilles de chat, on l'a vu à l'image. Il est en période d'essai, ce robot ? Il est en période d'essai, ça se termine dans quelques jours, et à la fin, c'est pas un contrat, ou en tout cas ni un CDI, ni un CDD qu'on doit lui proposer. Le patron doit racheter cette technologie s'il est convaincu. Et a priori, il a dit dans l'interview qu'il en voulait même un deuxième de robot. Alors il faut connaître un petit peu les prix. Là, on a vu le grand modèle. Ce que j'allais dire, c'est quand même pas rien comme investissement. C'est pas rien comme investissement. En fonction des modèles, il y a des plus petits modèles en fonction des infrastructures, des établissements. Ça commence à 12 000 $ et ça va jusqu'à 24 000 $. Mais si on y réfléchit sur l'année, quand on emploie un serveur, ça revient à peu près au même. Alors, quand même, il faut le dire, l'idée ici, c'est pas de remplacer les serveurs. En tout cas, pour ce patron en particulier, c'est pas l'idée, parce qu'il y a des gens qui ont pour ambition de remplacer le service humain et de mettre des robots. Là, c'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de supporter en cas de coup de feu, en cas de saison d'été, estivale, où il y a vraiment besoin d'accompagner son service d'une aide. Ça veut dire aussi qu'il y aura un meilleur bien-être pour ces personnes-là, pour les serveurs qui ont apporté les assiettes, qui ont apporté le service. Ils pourront se concentrer sur l'accueil des clients et le robot fera les tâches un peu plus ingrates. Et a priori, les serveurs de ce restaurant à Montréal sont assez satisfaits de travailler avec lui. C'est vraiment le vrai cobot, donc la vraie collaboration avec le robot. Il y a une vraie collaboration au travail, avec les clients et avec les employés. Merci beaucoup Cécilia Sévry, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. Demain, vous savez, on a 2 grands rendez-vous. D'abord, la grande interview. On va recevoir un des premiers investisseurs à avoir misé sur ce qui est devenu aujourd'hui la plus grosse licorne française du e-commerce. Il nous parlera d'ailleurs de ce que ça veut dire. C'est levée de fonds phénoménale que connaît la French Tech en ce moment, et puis ce que ne dit pas aussi cette levée de fonds. On va avoir à la suite un rendez-vous Smart Space qui sera présenté par Cécilia Sévry, qui est consacré demain à la militarisation de l'espace. Militarisation de l'espace. À très vite donc dans Smart Tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.